Alors on est d'accord, le bonheur c'est en fait l'objectif de tous les objectifs. Peu importe l'objectif qu'on a dans la vie, on a cet objectif parce qu'on pense qu'il va nous rendre heureux. Et on a souvent l'impression qu'accumuler des richesses, avoir de très bonnes relations, avoir une bonne santé, eh bien ce sont des accomplissements qui vont nous rendre heureux. Toutefois, les différentes richesses, la santé, les bonnes relations sont le résultat du bonheur et non pas la cause. C'est quand on est heureux qu'on peut prendre des décisions qui vont nous mener vers ces réussites. On a tous pu observer des gens extrêmement malheureux alors qu'ils ont pu atteindre des niveaux de réussite incroyables. Des gens qui abusent de leur excellente santé, des familles très heureuses qui ont été ruinées par un seul incident et au final aucun montant d'argent ou de réussite ne peut régler tout ça. Alors détournons notre attention de ces indicateurs externes pour nous tourner vers le bonheur interne qu'on veut tous atteindre mais qui semble insaisissable. Ces dernières années, des psychologues et des neuroscientifiques ont entrepris des études sérieuses sur le bonheur et ils ont relevé plein de questionnements, comme le fait que les humains ne sont pas faits pour être heureux et poursuivre une illusion, ou que nous sommes prédisposés génétiquement à être heureux ou malheureux. Et dans les recherches les plus abouties sur le sujet, les chercheurs ont trouvé une équation du bonheur. H égale à S plus C plus V. Le H c'est le bonheur, le S c'est le paramètre par défaut, le C c'est les conditions de vie et le V c'est les activités volontaires. Commençons par le facteur S qui est nos paramètres par défaut et qui détermine naturellement si on est heureux ou pas. Les gens malheureux ont un mécanisme cérébral qui interprète certaines situations comme étant des problèmes, tandis que les gens heureux ont un autre mécanisme contraire qui interprète les mêmes situations comme étant des opportunités. C'est ce qu'on appelle généralement voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc ce point-là est programmé dans notre cerveau et il détermine à 40% notre expérience du bonheur. Et apparemment c'est partiellement génétique. Si vos parents sont heureux, vous le serez aussi. S'ils sont malheureux, vous le serez également. Mais il y a aussi d'autres facteurs d'influence qui interviennent pendant l'enfance. Les enfants ont des neurones miroirs. Leur cerveau leur fait reproduire ce qu'ils voient les adultes autour d'eux faire. C'est comme ça qu'un bébé apprend à manger par exemple. En observant, son cerveau reproduit. Ça marche avec les comportements, mais aussi les émotions. Un enfant ressent les émotions de ses parents et s'il est entouré d'adultes malheureux, son système nerveux sera programmé pour être dans cet état par défaut. La bonne nouvelle, c'est que notre cerveau et nos gènes ne sont pas des structures fixes, mais peuvent changer et évoluer. Donc ce n'est pas une fatalité si votre programme par défaut ne penche pas du côté du bonheur, car il y a des moyens pour changer ça. Il y a les médicaments, mais ils n'agissent que sur le court terme et avec des effets secondaires. La thérapie cognitive qui permet au cerveau de changer en changeant ses croyances limitantes, en éliminant ou en retraçant nos schémas de pensée. La méditation qui a des effets positifs incroyables sur le cerveau. Quand les scientifiques ont cessé de voir la méditation comme une pratique mystique ou religieuse, ils ont réalisé que la méditation active le cortex préfrontal et libère des neurotransmetteurs tels que la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine et les opiacés. Tout ça est directement lié au bonheur. La dopamine est un antidépresseur, la sérotonine augmente l'estime de soi, l'ocytocine est l'hormone du plaisir et les opiacés sont des antidouleurs. Et à ce jour, aucun médicament ne peut provoquer tout ça simultanément dans notre cerveau. Le second facteur C, ce sont nos conditions de vie. Comme on veut améliorer la qualité de notre vie, on pense que si nos mauvaises conditions devenaient meilleures, on deviendrait plus heureux. Mais ce facteur n'influence que 7 à 12% notre expérience du bonheur. Par exemple, si vous gagnez à la loterie, vous serez extrêmement heureux, mais vous reviendrez à votre état habituel de bonheur ou de malheur avant la fin de l'année. D'ailleurs, après avoir gagné la loterie, presque tous les gagnants disent que leur vie aujourd'hui est bien pire qu'avant. Et en parallèle à ces expériences positives, nous faisons également face à des drames dans notre vie, comme le décès d'un proche, un divorce douloureux, ou devenir paralysé suite à un accident. Mais nous avons une capacité d'adaptation remarquable et donc ces événements tragiques n'ont pas vraiment une influence significative sur notre niveau de bonheur ou de malheur sur le long terme. Comme le dit Darwin, le facteur le plus important de la survie n'est ni l'intelligence ni la force, mais l'adaptabilité. Et donc notre résilience émotionnelle et notre capacité à rebondir, c'est ce qui fait que le facteur C des conditions humaines a une si faible influence dans notre équation. Presque 50% de notre équation dépend du troisième facteur qui est les activités volontaires et donc ce qu'on choisit de faire au quotidien. Manger un bon repas, sortir, regarder un film, toutes ces activités nous procurent un bonheur à court terme. Et nous avons aussi les choix qui favorisent l'expression créative ou rendre une autre personne heureuse. Ces derniers ont des effets à long terme. Connaître cette équation ne garantit pas le fait d'être heureux. Et d'ailleurs, on n'a pas répondu à la question, est-ce que l'humain est fait ou peut être heureux à long terme?
Les humains généralement souffrent à cause de la mémoire ou de l'imagination. On porte en nous les blessures du passé et on imagine les souffrances de l'avenir. Dans la culture orientale, on peut diagnostiquer une souffrance et en fait toutes les souffrances ont 5 raisons principales. Ne pas connaître sa véritable identité, s'attacher à l'idée de permanence dans un monde intrinsèquement impermanent, la peur du changement, s'identifier à son ego, la peur de la mort. Mais finalement, vivre, c'est avoir peur du changement, c'est s'attacher aux fausses promesses de son ego, c'est être terrifié de la mort et être confus face à une question aussi simple que « qui suis-je ?» Heureusement, il n'est pas nécessaire de travailler sur les 5 causes principales de la souffrance, car tout en fait se trouve dans la première et qui est ne pas connaître sa véritable identité. Donc, si on arrive à voir qui on est vraiment, au-delà du corps, du mental, de l'intellect, de notre ego, on peut se détacher et éliminer ces sources de souffrance. Et c'est ce que ce livre-là nous promet d'atteindre avec 7 clés. Je ne sais pas pourquoi, mais quasiment tous les livres de Deepak Chopra ont 7 clés précisément à l'intérieur. Donc tout ce dont je viens de vous parler dans cette vidéo n'est que l'introduction de ce livre-là. Donc je suis toujours en train de le lire, je vais bien entendu vous le résumer dès que je le finis, mais j'ai trouvé que l'introduction a été très intéressante, donc je me suis dit pourquoi ne pas partager ça avec vous. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai envie de vous faire une vidéo sur l'adaptation hédonique qui justement parle de cette tendance que nous avons à revenir à notre état naturel de bonheur, peu importe l'expérience que nous avons dans la vie. C'est-à-dire qu'on a un niveau de bonheur, si une expérience très positive arrive dans notre vie, le graphe va monter, mais ensuite on va revenir à notre état initial, et au contraire, si on a un événement tragique dans notre vie, le graphe va descendre, mais il va toujours, peu importe l'expérience, revenir à notre état naturel. Et donc logiquement, ce sur quoi il faut travailler, c'est notre état naturel et non pas accumuler des expériences positives, parce que sur le long terme, ça ne va pas changer grand chose. Et je trouve ça très intéressant qu'il ait décortiqué comme ça l'équation du bonheur, surtout par rapport aux conditions de vie. Finalement, comme vous l'avez vu, ça n'influence que de 7 à 12% notre expérience du bonheur. Donc finalement, on pense toujours que si nos conditions changeaient, si nos circonstances changeaient, on serait plus heureux, alors que pas du tout. Et je suis sûre que vous l'avez déjà vu dans votre entourage, on l'a vu partout, des gens qui ont atteint des niveaux très hauts de réussite ne sont pas pour autant heureux, et des personnes qui disaient qu'elles seraient beaucoup plus heureuses si elles avaient ceci ou cela, une fois qu'elles avaient tout ça, elles étaient toujours aussi malheureuses qu'avant. D'ailleurs, vous en avez peut-être fait l'expérience vous-même, vous vous êtes déjà posé un objectif, vous vous êtes dit je serai heureux quand j'atteindrai cet objectif, vous avez atteint cet objectif et finalement vous n'étiez pas plus heureux qu'avant, parce que voilà, ce facteur-là a une très faible influence sur notre bonheur de manière générale. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée intéressante. Encore une fois, je vous suggère de faire des recherches sur l'adaptation hédonique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en ce moment je ne suis pas chez moi, mais j'ai tenu quand même à vous faire une vidéo cette semaine. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime et partagez-la, ça m'aiderait énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.